Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les parlementaires béninois s'engagent pour l'éradication de la corruption. Ils étaient réunis en atelier à Dassa pour poser les bases de la lutte contre ce fléau. Les détails dans ce journal. Au ministère de l'Économie et des Finances, la 8e édition de la Journée mondiale des archives a été célébrée. Les réflexions ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour relever le défi de la conservation des archives électroniques. Et puis, hors du Bénin, les Centrafricains sont à moins d'une semaine des élections générales. Une nouvelle coalition de rebelles a pris les armes et demande le report du scrutin. Et puis au Canada, un spectacle de lumière vient redonner le sourire aux populations de Montréal affectées par le coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Une équipe de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes et le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du diocèse de Porto Novo au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur l'importance de la carte nationale d'identité biométrique et l'organisation de la fête de Noël. Guillaume Avieno. Romuald Ogoubi, le chef de l'équipe de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, est venu remettre officiellement au président de l'Assemblée nationale des actes de naissance sécurisés, des certificats d'identification personnelle des membres et du personnel de l'Assemblée nationale, puis des cartes d'identité nationale biométriques. Environ 1024 personnes ont pu se faire enregistrer en vue d'obtenir l'un de ces actes administratifs au niveau du Parlement. La carte d'identité biométrique, elle est comme la carte d'identité que nous avons toujours utilisée jusqu'aujourd'hui. Mais elle est plus fiable et plus sécurisée que l'ancienne carte d'identité qu'on peut traficoter facilement. Avec les nouvelles technologies, l'ancienne carte d'identité, on pouvait facilement changer soit le nom, la date de naissance, l'image et tout le reste. Mais la nouvelle carte d'identité biométrique, elle est beaucoup plus fiable, elle est beaucoup plus sûre. À la suite de l'équipe de l'ANIP, une délégation du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du diocèse de Porto Novo. Elle est conduite par Bertin Fatoumbi, il est l'aumônier diocésain du MCPP de Porto Novo. L'objet de la visite était tout simplement de venir voir le président de l'Assemblée, qui est un membre du MCCPP. Et comme nous avons quelques activités en vue, notamment en ce qui concerne la Noël, pour le 24, nous avons envoyé une invitation, mais nous avons bien voulu aller le voir aussi. Et nous avons d'autres programmes aussi en ce qui concerne le mouvement. Et nous avons bien voulu lui porter ça à travers une visite amicale. Le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de Porto Novo existe depuis 2002. Le nouveau président du gouvernement des jeunes du Bénin était aussi au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il est allé présenter son équipe au président Louis Béono Vlavono. Regardez. Le gouvernement des jeunes du Bénin est une association qui existe depuis 2016 et après un mandat de 4 ans, nous avons connu à l'occasion de l'Assemblée générale du 29 novembre dernier un changement à la tête de l'exécutif. Ainsi, M. Béni Dakambi, ancien directeur de cabinet chez moi pendant que j'étais président, ensuite ancien secrétaire général du gouvernement des jeunes du Bénin,
a été élu par ses pairs pour assurer désormais les plus hautes fonctions au sein de l'institution. Il était donc essentiel à mes yeux que les responsables d'institutions au sein de notre pays puissent identifier désormais la personne qui incarne le gouvernement des jeunes du Bénin au plus haut niveau, qui représente le gouvernement des jeunes du Bénin. Il était question à cette rencontre avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de d'abord lui présenter la nouvelle équipe dirigeante de l'Association gouvernement des jeunes du Bénin et ensuite de lui formuler quelques doléances de notre association en particulier et de la jeunesse béninoise en général. Il a été très réceptif à notre doléance et c'est le moment pour moi de le remercier pour cela. Il s'est montré très réceptif et a promis y réfléchir et faire en sorte qu'elle soit satisfaite dans la mesure du possible. Je vous l'annonçais dans les titres, le Parlement béninois est engagé dans la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au Bénin. Du 16 au 18 décembre 2020, le réseau parlementaire de lutte contre la corruption section Bénin a convié à Dassa les acteurs impliqués dans l'éradication de ce fléau. Les travaux se sont achevés sur une note de satisfaction. Firmin Bassao. 3 jours ont suffi aux différents acteurs conviés à l'atelier de Dassa pour mieux cerner l'état de la corruption au Bénin et dans la sous-région, en décidant de faire participer des parlementaires, mais aussi des membres du gouvernement et des représentants de la société civile. Le Parlement béninois opte pour une approche de complémentarité, symbole de la synergie qui doit régner entre tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption au Bénin et en Afrique. La corruption se manifeste sous de nombreuses formes et ces manifestations nuisent d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays et du continent africain. Corruption égale destruction, corruption égale grave danger pour le développement de notre pays. Dans un tel contexte, il urge d'instaurer une action concertée des différentes institutions de la République dont chacune a un rôle important à jouer pour son éradication. Depuis 2016, les efforts de lutte contre la corruption au Bénin ont été renforcés. Le présent atelier vient davantage corser cette lutte dont les participants entendent en faire désormais leur cheval de bataille. Au niveau de nos collègues députés, je crois que c'est continuer la sensibilisation d'abord au niveau des collègues. C'est pour ça qu'il fallait que les membres soient imprégnés et c'est permettre que les collègues, dans le cadre de l'action, du contrôle de l'action du gouvernement, que les collègues puissent être mieux outillés, mieux armés. C'est permettre aussi de faire savoir les efforts que déploie le Bénin. Nous travaillerons de concert avec les autres pays de l'Afrique et voir un peu quelles sont les choses qui sont les bonnes pratiques que nous avons dans les autres pays pour que nous puissions les repliquer ici. En même temps, nous devons mettre aussi en exergue l'ensemble des réformes structurantes qui sont menées au Bénin pour la lutte contre la corruption. À terme, l'APNAC Bénin se dotera aussi de sa propre charte. Ensemble pour la rupture, le Bénin avancera. C'est un autre mouvement politique favorable à la gouvernance de Patrice Talon qui porte ce nom. Ses membres sont satisfaits de la gestion du pays depuis près de 5 ans. Ils l'ont manifesté à travers une déclaration à Abomey-Calavi. Je vous propose de suivre la présidente de ce mouvement au micro de Marcel Arrossi. Si l'espoir d'un Bénin en voie de développement commençait à s'estomper, l'année 2016 aura su contribuer à un regain d'espérance avec l'arrivée de la fine fleur. Le réformateur avéré va rendre l'administration publique fiable, les institutions viables, avec désormais une constitution révisée propre au développement. La lutte contre la corruption, avec comme résultat le recul des malversations financières dues à la peur de la criette, mettant ainsi en confiance les partenaires techniques et financiers, c'est la touche d'un homme d'État intègre, un bilan suffisamment lourd
pour un mandat de 5 ans, d'où la naissance de notre mouvement de soutien aux actions du président de la République. Ensemble pour la rupture, le Bénin avancera en vue de décrocher le meilleur dans les 5 prochaines années. À l'issue d'une tournée qu'il a conduite dans plusieurs départements ou dans plusieurs communes du Bénin, le ministre José Tonato fait le point des chantiers visités et des mesures à prendre pour achever ces grands travaux. Les chantiers en cours d'exécution concernent le projet asphaltage qui se déroule dans 9 villes, la construction de marchés urbains et régionaux et le programme de mise en œuvre de 22 stades omnisports. Le ministre du cadre de vie et du développement durable revient sur l'essentiel à retenir de cette tournée au micro de Renaud Akakpo et de Petroni Lokosso. En ce qui concerne le projet asphaltage, cette tournée nous a permis de visiter 5 lots sur 7. Il s'agit des lots 7A de Parakou, 14A de Natitengu, Abomey c'est 9A, Boyikon c'est 12A et puis Lokossa c'est 13A. Sur ces 5 lots, nous sommes pratiquement sur l'achèvement. Donc sur Parakou c'est terminé, sur Natitengu c'est terminé, sur Abomey Boyikon c'est terminé. C'est que sur Lokossa que nous avons une problématique où nous sommes encore à peu près à 15% de la fin parce qu'il y a des trottoirs qui ne sont pas terminés, de correction des réservations pour la plantation des arbres qui ne sont pas terminées et des questions de pose de pavés décoratifs sur les trottoirs qui ne sont pas également terminés. Donc le lot 13A de Lokossa est un peu en retard par rapport aux 4 autres lots que nous avons visités. Nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de faire la réception provisoire de ces 5 lots avant la fin du mois de janvier 2021. Il nous restera les 4 lots de Cotonou à regarder, c'est-à-dire le 1A, le 2A, le 3A et le 6A. Le lot de Porto Novo, le 15A, le lot de Semepodi, le 17A et le lot de Calavi, le 10A. Donc il reste encore 7 lots sur 12 que nous allons inspecter bientôt pour finir la supervision globale. Au total, aujourd'hui, le projet asphaltage est vraiment à l'étape de la pose des lampadaires de l'éclairage public et également de la mise en place de l'aménagement paysager. Ça veut dire que nous sommes en train de boucler cette première phase qui porte sur à peu près 195 km de voirie urbaine aménagée, plantée et éclairée, au plus tard à la fin du mois de janvier 2021. Globalement positif. La deuxième catégorie de projets concerne les marchés urbains et régionaux. Cette tournée nous a permis de voir la plupart des marchés des lots 2 et 3. Et dans ce lot-là, nous avons pu voir Parakou, Djougou, Abomey et Kokokoji. Il ne reste que les 2 marchés de Porto Novo que nous verrons ensuite, le marché à Rwabo et le marché Rundro. Vous savez que tous les projets du PAG sont dans la dynamique de la garantie décennale. Donc sur le lot 2, nous sommes globalement satisfaits. Malgré le retard, nous sommes confiants, rassurés que à partir de maintenant, toutes les conditions sont remplies pour que les choses se passent bien. Quant au lot 3, qui est le lot des marchés régionaux, tous les démarrages ont été poussifs, difficiles. Donc nous avons engrangé un petit retard que nous sommes en train de rattraper. Il y a la deuxième catégorie où la mise en œuvre est relativement bonne, de bonne qualité, comme Azové, comme Natitengu et comme Paou, où la mise en œuvre est bonne, mais le retard fait que si nous ne nous organisons pas très vite, nous allons abuser de la patience des bonnes dames et des collectivités locales. Donc également là, le dispositif a été de demander à ce que les plannings soient redressés sous un délai d'1 semaine. Nous allons réétudier tout ça et puis nous asseoir finalement pour qu'avec ces entreprises-là, il y ait un contrôle à la fois des entreprises et des maîtres d'œuvre qui sont concernés pour délivrer des ouvrages avec le minimum de retard. Le minimum de retard. Voilà donc sur le projet marché. Globalement, nous pensons que au lieu de fin février 2021, nous allons pratiquement atterrir à fin avril, fin mai pour l'ensemble des marchés qui sont en construction. Il reste la troisième catégorie de projets que nous avons visités, qui sont également des projets très avancés. Ce sont les stades municipaux, les 22 stades municipaux qui sont en construction. Nous avons visité un certain nombre. Le terrain de Tofor, le terrain de Savalou,
sur le terrain de Abomey, qui est quand même le terrain le plus avancé, les terrains qui sont dans la région septentrionale, où, à part Djougou et Niki, la plupart des autres chantiers également connaissent un certain retard sur lequel nous voulons qu'on travaille. Et enfin, les stades que nous avons vus, Diakotomé, à Plakwe, à Ouida, voilà des chantiers qui sont pratiquement terminés. Le constat d'achèvement est prévu pour le mois de janvier, probablement avant la fin du mois. C'est quand on descend sur le terrain qu'on a une idée réelle de ce qui se passe. Après avoir visité ces 3 chantiers, asphaltage, marché et stade, je reviens avec un sentiment de satisfaction. Les populations sont impliquées, les collectivités décentralisées nous accompagnent. Je ne veux même pas parler ici du nombre d'emplois créés dans le cadre de ces projets-là, mais l'impact positif, à l'étape où je suis aujourd'hui, je suis incapable de l'évaluer, je suis incapable de le calculer. Je constate que qualitativement c'est positif et c'est déjà quelque chose qui me réconforte. Le ministre des Infrastructures et des Transports, quant à lui, a lancé les travaux de construction de pistes et d'ouvrages dans le cadre du programme d'urgence de construction d'ouvrages d'art et de travaux d'entretien périodiques. Il a par la même occasion visité plusieurs autres chantiers. Marcela Rossi. Ils sont heureux d'accueillir le ministre des Infrastructures et surtout d'apprendre la bonne nouvelle qu'il apporte à Basila. Nous sommes venus lancer des travaux routiers. La piste de près de 20 km qui relie cette commune à celle de Waké va connaître sa construction. Avec 17 910 mètres cubes de remblai en matériaux latéritiques, 34 dallots de diverses sections, 2190 mètres linéaires de caniveaux et d'autres dispositifs de sécurité routière. Mais je me dois ici, puisque nous sommes dans le département de la Donga, rappeler les ouvrages déjà réalisés ou en cours de réalisation. Ainsi, 22 ouvrages hydrauliques sur les axes Basila, Kikele, Warimaro, Uberu et Pédessoulou, Ouelam, au titre du projet de construction d'ouvrages de franchissement dans le département de la Takora et de la Donga sont achevés. Il s'agit d'ouvrages achevés. Je voudrais simplement, fort de ce que je sais de la population de Basila, je voudrais vous demander de soutenir l'entreprise qui sera en charge des travaux pour que ces travaux soient réalisés dans de bonnes conditions de qualité et de délai. Les mots me manquent pour témoigner la gratitude au gouvernement pour tout ce qui se fait et témoigner ma gratitude à votre personne. La population d'Alédio est prête à accompagner ce travail parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est un engagement que nous prenons parce que la qualité qui sera de mise dans ce projet à travers les intentions du chef de l'État ne seront pas trahies ici. Ici, en procédant au lancement de ces ouvrages, c'est aussi le programme d'entretien périodique inscrit au programme d'action du gouvernement qui démarre. Le gouvernement a à cœur le maintien et la modernisation du réseau routier. D'Alédio, la délégation est accueillie à Gobada. La route Logoudoré-Gobada est longue de 16 km 40. Ce n'est pas une grande longueur, mais difficile à parcourir. La traversée de la voie Logoudoré-Gobada relève encore du parcours d'un vrai combattant. Ce dur parcours va bientôt être du passé. Il y a désormais de quoi se réjouir. À la suite de Da Dioha, qui a été le premier constructeur de cette route, l'honorable Aboua, qui avait déjà travaillé sur la même route, le gouvernement maintenant, pour une première fois, peut construire cette route
aux normes et aux standards internationaux en la matière. Ce même jour, la délégation qui s'est renforcée en cours de chemin marque un arrêt à Betekoukou sur ce pont de plus de 120 mètres linéaires en construction avec une voie d'accès de plus d'1 kilomètre. Occasion de lancer les travaux d'entretien de l'axe Paouyan-Soklobo-Minifi à Gouagon. Sachez, mesdames et messieurs, que l'Agence nationale d'identification des personnes rend disponibles de nouvelles cartes biométriques. Elles ont été réceptionnées hier par le coordonnateur du projet Arche. Les détails de Christelle Tongodo et de Benjamin Denayon. Des cartes nationales biométriques confectionnées et rendues disponibles. Les populations ayant fait la demande seront pour la plupart d'entre elles servies. 180 000 cartes biométriques commandées par l'Agence nationale d'identification des personnes sont aujourd'hui réceptionnées par l'Agence nationale de la protection sociale qui a à charge l'assurance maladie au Bénin. Les 180 000 cartes sont destinées à des Béninois qui sont des gens dans une situation de pauvreté, de dénuement, et qui sont éligibles à une prise en charge dans le cadre du projet H. Et sans la carte biométrique, ces compatriotes, privés de tout, ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge. C'est pourquoi le gouvernement avait pris la décision de leur offrir gratuitement la carte biométrique qui est une condition d'accès aux prestations du projet H. On a commencé la phase pilote avec à peu près 90 000 cartes biométriques. Aujourd'hui, nous sommes passés à une vitesse supérieure avec 180 000 cartes que nous venons de recevoir. Et je vous signale que nous avons un contrat avec l'ANIP pour la livraison d'1 million de cartes biométriques au profit des populations pauvres extrêmes du Bénin. La carte nationale d'identité laisse progressivement place à la carte biométrique, désormais la carte nationale instituée par la loi. Le ministère de l'Économie et des Finances a célébré la 8e édition de la Journée mondiale des archives, un événement qui a permis aux différents acteurs de réfléchir sur les stratégies à développer pour relever le défi de la conservation et de la sécurisation des archives électroniques. Axel Dancy, William Tchoki. Rendez-vous annuel des archivistes devenu tradition depuis 8 ans. Au ministère de l'Économie et des Finances, les discussions tournent autour de l'archivage des documents à l'ère du numérique. C'est la journée des archives. Le développement des technologies de l'information et de la communication a profondément modifié les méthodes de travail en facilitant et en accélérant considérablement la production, le partage et le stockage d'informations numériques. En parallèle, la promulgation du Code du numérique en République du Bénin, avec la reconnaissance de l'écrit électronique comme preuve, a ouvert la voie à la dématérialisation des processus métiers et à la production d'originaux numériques toujours plus nombreux. Cette journée des archives au ministère des Finances est une occasion pour les acteurs de réfléchir sur les pistes pouvant conquérir les défis lancés, celui de la conservation des archives électroniques. La transformation digitale de l'État et la dématérialisation en cours des démarches administratives dans notre pays, comptant parmi les objectifs phares du programme d'action du gouvernement, contribue à accroître le volume des ressources numériques pour lesquelles les administrations et les entreprises sont soumises à la même obligation de conservation des documents électroniques que pour les documents papier, avec les risques juridiques et de continuité de l'activité en cas de perte. Les organismes publics et les services de l'État sont maintenant observés sous l'angle de la création de la valeur. Des suggestions ont été faites au cours de cette journée. Des communications ont meublé cette assise.
De quoi mieux protéger les archives au Bénin et surtout dans ce ministère. À quelques mois de l'élection présidentielle au Bénin, l'ONG Secours Urgent et Subventions Massives pour l'éducation, la presse et la culture s'impliquent déjà dans le processus en vue d'une élection crédible et paisible. Lundi dernier, ces responsables ont animé une conférence de presse au cours de laquelle le président de l'ONG a appelé les différentes institutions de la République impliquées dans le processus à jouer pleinement leur partition. On l'écoute au micro de Génial Afouda Mossi Aboka et Benjamin Denayon. L'ONG voudrait inviter tous les acteurs politiques, militants et citoyens à divers niveaux à considérer le Bénin comme notre patrimoine commun. Au président de la République, chef de l'État, l'ONG demande de prendre toutes les dispositions en sa qualité de père de la nation afin que le scrutin de 2021 se déroule dans la paix et sans violence. L'ONG invite le chef de l'État, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et exceptionnel, à créer un cadre propice à l'instauration d'un débat inclusif qui prenne en compte les profondes aspirations de la classe politique et du peuple béninois souverain. Aussi, voudrions-nous que la Sénat définisse une période au cours de laquelle les parrains se déplaceront pour retirer leurs fiches de parrainage et que l'organe travaille à la sécurisation des données des parrains. Les membres du COSLEPI sont invités par l'ONG à œuvrer pour la correction de la liste électorale informatisée LEI, tout en garantissant sa transparence et sa fiabilité. La HAC doit œuvrer pour l'accès équitable des partis politiques aux candidats et la société civile aux médias. Pour mieux informer les acteurs concernés sur le contour des dispositions relatives à l'accès équitable, l'ONG propose un atelier de renforcement de capacités à leur intention pour mieux les outiller. Aux candidats, l'ONG leur recommande de dénoncer toute forme de marchandage du parrainage. Aux citoyens béninois, l'ONG leur demande d'exercer leurs droits civiques dans la paix et sans violence. La deuxième conférence annuelle des préfets du Bénin a eu lieu à Natitengo. Cette rencontre a été organisée conformément au plan de travail annuel du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Elle s'inscrit aussi dans le cadre des rencontres habituelles pour échanger sur les questions relatives à l'administration territoriale au Bénin. Ikilero Gonosero. Cette conférence des préfets, la deuxième et la dernière pour le compte de l'année 2020, apporte les solutions appropriées aux préoccupations des populations à divers niveaux territoriaux. Et la sécurité intérieure fait partie des thèmes abordés. La conférence des préfets étant un cadre privilégié de concertation et de partage d'expériences sur les conduites du commandement territorial, je voudrais suggérer que nos débats se focalisent à nouveau sur la recherche de solutions communes aux défis sécuritaires qui n'épargnent guère aucune région. Je veux aussi saluer l'esprit de collégialité régnant entre préfets dans la recherche concertée de réponses aux défis quotidiens de nos fonctions. Pour accompagner les préfets dans leur mission de premier responsable de la sécurité dans leur circonscription administrative, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique annonce la mise en place dans les semaines à venir des directions départementales des affaires intérieures et de la sécurité publique. Cette deuxième conférence de l'année est aussi pour moi l'occasion de vous informer de la mise en place dans les semaines à venir des directions départementales des affaires intérieures et de la sécurité publique qui sont les démembrements territoriaux du ministère. Il est prévu l'activation de 6 au niveau des anciens chefs-lieux de département. Une équipe de prospection sera, à partir de la semaine prochaine, sur le terrain pour identifier les bâtiments
devant abriter cette nouvelle direction. Les conférences des préfets sont devenues progressivement une activité incontournable et pertinente et 2021 sera aussi pareil, projette l'autorité ministérielle en charge de la décentralisation. Messieurs les préfets, mesdames et messieurs les directeurs techniques centraux et responsables d'organismes sous tutelle du ministère, c'est le lieu d'ouvrir un coin de voile sur les actions qui me paraissent primordiales à entreprendre au titre de l'année 2021 et qui d'ailleurs figuraient dans nos PTA depuis quelques années. Il s'agit notamment de la poursuite du processus d'élaboration des plans départementaux, de coordination des actions de développement PDCAD, du suivi de la mise en œuvre progressive du projet de construction des nouvelles préfectures, du suivi de l'exécution du projet de délimitation et de matérialisation des unités administratives qui, une fois mises en œuvre, donnera des solutions aux conflits de limites territoriales qui s'observent dans nos communes, arrondissements, villages et quartiers de ville. Autant d'actions et de défis que nous devons relever en conjuguant nos efforts et en faisant preuve de disponibilité et de grande rigueur au travail. 2021 s'annonce donc comme une année d'approfondissement du processus de décentralisation et de déconcentration au Bénin. Intéressons-nous à présent à ces organisations impliquées dans le secteur de l'agroalimentaire qui ont signé un accord de partenariat pour plus d'efficacité dans leurs différentes actions. La cérémonie a eu lieu à Boycon. Le compte rendu de Ghislain Poguet et de Yves Agoulopessi. Cérémonie sobre de signature d'accords de partenariat entre acteurs majeurs du monde agroalimentaire béninois. Le lien de partenariat unit le projet Centre d'innovation verte du secteur agricole ProSiva, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin CCRB, l'Union nationale des producteurs de soja UNPS et l'Union nationale des aviculteurs professionnels UNAP Bénin. La cérémonie d'aujourd'hui témoigne d'un renouvellement de confiance entre la GIZ et ses partenaires car ces accords font suite à la convention de partenariat signée en 2017 sous la présidence de M. le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Après donc 4 années de mise en œuvre de cette première convention, il est important de constater une évolution qu'a connue chacune de ces organisations professionnelles centres d'innovation verte. Dans le cadre de cette convention, les partenaires bénéficieront d'actions de renforcement de capacités, de renforcement de leurs équipes à travers la mise à disposition d'assistants techniques, de développement organisationnel et de développement d'activités économiques. Depuis janvier 2017, le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire, ProSiva, a affiché clairement sa volonté de faire ses partenaires de véritables centres d'innovation verte en signant avec celles qui ont été sélectionnées dans le CVA riz, soja et volaille un mémorandum d'entente. Cette option permet aux OPCIF de devenir des incubateurs d'innovation et de relais efficaces de diffusion de ces innovations auprès des producteurs et productrices du Bénin. Ce renouvellement de confiance donne beaucoup d'espoir aux parties prenantes à la Convention. Les organisations liées par la nouvelle Convention veulent compter sur ce genre de partenariat pour se structurer davantage et se renforcer pour être plus efficaces. L'ONG Handicap International offre des salles de classe aux écoliers handicapés de l'école primaire publique Yenawa Daho, une façon pour les responsables de cette organisation de contribuer à la scolarisation de ces enfants en situation de handicap. Robert Copin-Edor, Louis Kodouba. Des salles de classe et des latrines adaptées au profit des apprenants en situation de handicap. C'est un don de l'ONG Handicap International à l'école primaire publique Yenawa Daho, groupe A, dans la commune de Cotonou. À travers le projet Éducation inclusive, l'ONG Handicap International fait de l'accès à l'école des enfants handicapés une priorité. Et le projet Éducation inclusive que nous mettons en œuvre depuis 2015, qui est aujourd'hui en sa deuxième phase, vise à développer, à mettre en œuvre une stratégie sur le continuum éducation-formation pour optimiser l'égalité des chances de réussite des jeunes handicapés tout au long de leur parcours éducatif et d'apprentissage. C'est donc pour contribuer à renforcer l'accès et le maintien des enfants handicapés dans le système éducatif que Handicap International mène depuis plusieurs années déjà. Donc ces actions
dont les travaux d'amélioration de l'accessibilité physique et communicationnelle des écoles. Ce don vient soulager les bénéficiaires. Votre don nous a beaucoup touchés. Chers responsables de l'ONG Handicap International, le bureau APE de l'EPP Yenawa Daro, par ma voix, vous remercie et vous félicite pour cette relation de bonne aloi sans précédent dont vous faites d'ordinaire montre à l'endroit de couches démunies. Le rassemblement de ce jour vient témoigner non seulement notre gratitude vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, d'une part, et un chaleureux remerciement d'autre part. Toutefois, nous prenons l'engagement d'entretenir ce joyau comme un bébé qui vient de naître. Selon les donateurs, ces bâtiments ont coûté environ 18 millions de francs CFA. En termes d'aménagement, des rampes ont été réalisées en appoint au bâtiment pour permettre aux apprenants en situation de handicap d'accéder facilement aux salles de classe et aux toilettes. Que révèle le TOFA 2021 pour la nation béninoise? La consultation divinatoire a été faite par l'Association des dignitaires de FA et des tradithérapeutes, suivant les révélations dans cet élément de Osenia Déléqué et de Simon Villon. Une forte délégation de l'Association des dignitaires du FA et tradithérapeutes ADEFAT se donne rendez-vous ici, au Hall des Arts de Cotonou, pour consulter le TOFA 2021. Cette consultation va permettre aux dignitaires de savoir ce que l'année nouvelle réserve aux Béninois. Le principal pour lequel nous nous sommes réunis ici, c'est la consultation de FA, de TOFA, au niveau arrondissement, commune, département, au niveau de notre pays et même au-delà des frontières du Bénin. Tcheoulin, c'est le signe principal qui a été révélé à l'issue des différentes consultations. Quand on a fait la consultation, le signe principal qui est sorti, c'est Tcheoulin. Et sur les noix gris à Djikouin, nous avons retrouvé Saloso. Et sur les Kori, nous avions retrouvé Kamedji. Et le Fa a donné négatif. Tcheoulin nous annonce des imprévus, des choses inattendues, des maladies, des accidents. Mais Tcheoulin nous dit encore que qui fera l'effort de respecter les lois de la nature trouvera encore les mérites de sa sueur. Donc, si nous avions efforcé pour faire quelque chose, et nous respectons les personnes aînées, quand nous respectons les lois de la République, nous serons à l'aise. Tcheoulin nous dit que nous allons faire des choses et après nous allons regretter. Le Fa nous dit par là que nous sommes en train de regretter le mari que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter la femme que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter le chef que nous avons aujourd'hui. Mais si jamais nous l'avons laissé pour un autre, nous allons reconnaître combien de fois il est bon. Cette cérémonie de consultation du FA a également servi d'occasion aux dignitaires pour faire connaître et installer des représentants de l'ADEFAT dans d'autres pays. À moins d'une semaine des élections générales en Centrafrique, les rues de Bangui sont calmes, même si l'ensemble du pays est replongé dans des violences. Une nouvelle coalition de rebelles a pris les armes et demande le report du scrutin. Au Canada, un spectacle de lumière vient redonner de la joie aux populations de Montréal touchées par le coronavirus. William Aguiar. En Centrafrique, la communauté internationale considère que les élections doivent se tenir le 27 décembre et elle condamne les tentatives visant à empêcher le pays de franchir une nouvelle transition politique, déclare le représentant résident du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique lors d'un point de presse virtuel. Au cours du week-end, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays a rapporté qu'une coalition de groupes armés avait mené des attaques simultanées et tenté de rejoindre la capitale Bangui alors que les tensions politiques et sécuritaires augmentent avant le scrutin. Nous condamnons toutes les tentatives visant à engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation flagrante de la Constitution centrafricaine.
C'est la première visite officielle d'une délégation israélienne au Maroc avec à la clé la signature de plusieurs accords de coopération. Une visite qui intervient moins de 2 semaines après le rapprochement entre les deux États piloté par les États-Unis. C'est le premier aboutissement de la longue négociation qui a conduit le Maroc à devenir le 4e pays arabe à se rapprocher d'Israël en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté dans l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental. Un accord qualifié de tournant historique par le roi du Maroc Mohamed VI et une nouvelle percée majeure pour la paix, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Au centre-ville de Montréal, un spectacle son et lumière tente d'apporter un peu de réconfort aux résidents d'une ville frappée par des mois de coronavirus et qui pourrait avoir besoin d'une petite cure de luminothérapie saisonnière. Sur la place des festivals, d'imposants zootropes lumineux attirent le regard des Montréalais. Des machines à cinéma d'animation en forme de roue projectent des illustrations à 12 livres québécois. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.